Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une révolution s'annonce dans le secteur de l'habitat au Bénin. Un décret interdit désormais la production, l'importation et l'utilisation des tôles ondulées non laquées. Il s'agit, pour faire simple, de celles qui brillent sur les toitures des maisons nouvellement construites. Quels sont les motifs de cette décision et quelles peuvent en être les implications économiques? Comment reconnaître les tôles répondant aux normes? Le dossier de la semaine va se consacrer au sujet. Mais avant, avec mes confrères, nous aurions décrypté l'actualité liée aux arbres. Vous le savez, samedi dernier, on a encore célébré la journée nationale de l'arbre. Qu'en tire-t-on économiquement? Profitons-nous réellement de cette initiative? On fera le débat, mais c'est Estelle qui va ouvrir le bal de toutes ces rubriques avec la présentation de son mini-journal. Bienvenue à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. La lutte contre la dégradation des terres et la déforestation ainsi que la préservation de la biodiversité préoccupe les environnementalistes. Ils ont été outillés pour produire des rapports à l'ONU sur les efforts fournis par le Bénin dans sa lutte contre les changements climatiques. Les points 11, 12, 13 et 15 des ODD ont été passés au pain fin. Patrick Rimanvo et Gloria Oni pour le reportage. Les recherches ont montré que le changement climatique contribue à la dégradation de la planète Terre. Aussi, la production industrielle accélère-t-elle le phénomène du changement climatique? C'est important de faire remarquer que parfois certains objectifs de développement sont réfrénés, sont ralentis ou freinés à cause de facteurs parfois exogènes ou d'aléas qui, dans le cas d'espèces, relèvent du domaine du climat. On lutte contre la faim et la nutrition peuvent être sérieusement ralenties ou freinées lorsque les conditions climatiques ne sont pas en faveur de la production agricole. C'est d'ailleurs pourquoi les objectifs du développement durable ODD, en leurs points 11, 12, 13 et 15, s'appuient sur les principes de précaution des responsabilités communes et sur celui du droit au développement pour inverser la tendance. Le lien entre donc cette convention des ODD, c'est que les ODD constituent un agenda global et des instruments qui sont mis en place par la communauté internationale sont appelés à être utilisés afin d'accélérer l'atteinte de ces ODD-là. Et la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est un de ces instruments développés, mis au point par la communauté internationale afin d'atteindre des objectifs spécifiques dans le domaine du climat. Les points focaux de la Convention cadre du changement climatique, de la biodiversité, de la dégradation des terres et des forêts vont désormais s'appuyer sur les indicateurs des objectifs du développement durable pour réussir leur mission. Cela leur permettra de produire des rapports appropriés sur les actions menées par le Bénin dans ce sens. Il a été constaté que les points focaux des conventions maîtrisent très bien leur sujet, mais font très peu de cas sur le développement durable. Il a été demandé à tous les pays de pouvoir faire des rapports périodiques sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et par rapport à ça, des cibles sont prévues, des indicateurs également sont prévus. Il revient à chaque pays, par rapport à cette circonstance nationale et à ses priorités de développement, de faire une priorisation au sein de ces cibles et au sein de ces indicateurs. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. Les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. Par conséquent, 700 millions de personnes devront quitter leur logement pour la recherche d'autres horizons plus habitables. Le mariage des enfants reste une préoccupation majeure pour le Bénin. C'est la raison pour laquelle UNICEF, gouvernement et autres organisations ont mis en place la campagne nationale Tolérance zéro au mariage des enfants. Elle a été une fois de plus lancée cette année. Mais avant, les résultats des actions menées au cours de ces 2 dernières années d'enquête ont été exposés. Iliad Bokovo et Bernard Djogbe et Rebecca Adinankou pour plus de détails.
Le mariage des enfants est une pratique qui consiste à soumettre des mineurs à des activités sexuelles. Au Bénin, une fille sur 10 de moins de 15 ans et 3 filles sur 10 de moins de 18 ans sont soumises à cette pratique. Une pratique qui comporte des conséquences néfastes tant sur la santé des victimes que sur l'économie du Bénin. Quand on parle du mariage d'enfants, c'est beaucoup plus dangereux, je vous assure, parce qu'il s'agit des êtres qui ne sont pas encore mûrs, mais qu'on soumet à des pressions, à des actes qui ne sont pas de leur âge. Les conséquences qui en résultent sont énormes. Quand on parle des fistules obstétricales aujourd'hui, c'est une émanation des mariages précoces, des mariages forcés. Nous savons qu'aujourd'hui, les filles qui ne terminent pas le cursus scolaire et encore moins le niveau secondaire vont perpétuer la question de la pauvreté. Donc c'est une charge aussi pour le gouvernement. Selon les enquêtes réalisées par l'UNICEF, plusieurs raisons motivent les parents à donner leurs filles précocement en mariage. C'est beaucoup plus lié à la culture et à la tradition. Dans certaines de nos localités, il est dit qu'un enfant qui a déjà une fille qui a déjà menstrué, la deuxième menstrue ne se passera plus pendant qu'elle est encore avec ses parents, au risque de la laisser aller choper une grossesse qui va jeter de l'opprobre sur les parents. Et il y a aussi un système de truc qui s'installe. Les parents peut-être s'étaient déjà dit un certain nombre de choses. Quand j'aurai une fille, je te la donnerai en mariage. Et dès que l'enfant naît, il suffit qu'elle soit de sexe féminin, on lui compte des jours. Des fois même, on gave cette fille pour peut-être honorer l'engagement qu'on avait déjà donné. La campagne nationale Tolérance Zéro au mariage des enfants a été créée en juin 2017. 2 ans après, il y a eu des avancées notables. Selon les statistiques, les acteurs de cette lutte sont passés de 1% à 23% de lutte contre le mariage des enfants. Dernier reportage de ce mini-journal. La composition des épreuves écrites du BEPC, session de mai 2019, a pris fin mercredi dans la matinée. Au centre du collège Père Aupier, les candidats étaient plutôt détendus à la sortie des salles de composition. Entre espoir et attente, ils se sont confiés à notre équipe de reporters dépêchés sur le terrain. Louis Koudogbo, Patrick Adjaboudjou. Collège Père Aupier, il est 10h30. Tout est fini. 3 jours de composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC 2019. Entre joie et attente des résultats, sur toutes les lèvres, les épreuves écrites étaient abordables. Les matières dans lesquelles j'ai travaillé, nous avons l'anglais, l'allemand, communication, toutes les études. Je suis contente parce que les épreuves ont été bien abordables. Et je crois que cette année, ça va beaucoup donner. Je pense que j'ai bien travaillé en histoire géo et en SVT aussi. Les matières dans lesquelles j'ai pu au moins travailler sont en SVT, en anglais, en français aussi. La mathématique et les sciences physiques, des matières qui ont été cette année la bête noire de certains candidats. J'ai eu des difficultés en maths, mais ça ira. J'ai eu des difficultés en maths physique. Je me suis basé sur les cours dont je me suis rappelé pour m'en sortir. J'ai eu des difficultés en mathématiques surtout et la physique. Bon, la mathématique, bon, j'espère travailler un peu parce qu'au niveau de certains problèmes, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu m'en sortir. Pour le BEPC session 2019, le centre de composition du collège Père Aupier devrait accueillir 798 candidats inscrits. Mais malheureusement, 12 ont été absents. D'autres difficultés ont été enregistrées. Il y en a qui ont perdu leur carte d'identité, mais en fait, pour la plupart, ils ont été stressés ou bien ils ont paniqué. Les cartes d'identité étaient dans leur sac et ils les ont déclarées perdues. Carte d'identité non conforme. On s'est adressé aux établissements des candidats et aux autorités de ces établissements-là et tout ça a été réglé. Il y avait une candidate qui était malade mais qui a tenu à continuer. L'infirmerie l'a prise en charge rapidement, son papa est venu acheter les ordonnances, on lui a administré les premiers soins, elle a continué.
Après la composition des épreuves écrites, les regards sont désormais orientés vers la proclamation des résultats. Bonne chance à tous les candidats. Est-ce la fin de ce mini-journal? Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous de nous l'avoir présenté, Estelle L'Espérance Soro-Pazou. À présent, je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à suivre la revue de presse économique de la semaine qui a été réalisée cette semaine par Patrick Adjabodjou. Du financement, c'est ce qui manquait le plus pour une véritable promotion de l'entrepreneuriat au Bénin. Désormais, les porteurs de projets, pour éclore leurs idées, pourront bénéficier d'un financement par un canal précis mis à leur disposition par le gouvernement. Il s'agit du fonds de soutien au financement des micro, petites et moyennes entreprises. Fraternité en parle dans sa publication du mercredi 29 mai 2019. Le journal de Ménotin titre « Création d'un fonds de soutien au financement des MPME. Le gouvernement intensifie ses actions sociales. » En clair, ce fonds aura pour mission d'améliorer leur accès au financement. C'est une mesure à haute portée sociale. Elle va permettre à plusieurs jeunes de s'orienter vers l'entrepreneuriat pour créer de l'emploi et par ricochet de la croissance économique. Par ailleurs, la gente féminine peut profiter également des opportunités de ce fonds, puisque ce dernier a aussi pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Bonne nouvelle pour les producteurs locaux et agriculteurs. Le ministère de l'Agriculture mettra bientôt à leur disposition 24 magasins de stock de vivres dans 24 communes du Bénin. C'est l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, aux paysans béninois. Le matin va plus en détail et nous apprend qu'il s'agit de 24 magasins de stock, dont 6 de capacité de 1000 tonnes, 15 de 2000 tonnes, 1 de 3000 tonnes et 2 de 4000 tonnes. Des modèles économiques pour quitter la précarité. Ce geste de l'UEMOA vise à impulser et coordonner l'intégration économique des États membres, d'où l'option de construction de magasins, une approche régionale pour assurer la sécurité alimentaire des populations dans l'espace communautaire. Grâce à ces magasins, les paysans n'auront plus à garder sur eux pendant longtemps leur récolte. L'information est relayée par La Priorité et Bénin Intelligent. Ce sera tout pour la revue de presse économique. À dimanche prochain. Merci à vous, Patrick Adjabodjou, à dimanche prochain. Tout de suite, nous allons parler de cette actualité, vous le savez, de la Journée nationale de l'arbre. Elle a encore été célébrée samedi dernier. Est-elle une opportunité économique? Si oui, eh bien, saisit-on souvent cette opportunité? Qui doit la saisir? Eh bien, on en parle juste après ceci. Ainsi s'installe le plateau de décryptage et j'ai le plaisir de vous présenter Romain Dekadjevi. Il est journaliste à Radio Tokba. Bonjour. Bonjour Roch et bonjour aux amis téléspectateurs de BB24. Voilà. Et en face de vous, Fulbert Adjimerosso. Lui, c'est un habitué de ce plateau. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Tout à fait. Bonjour Roch et bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà. On a encore mis des plans en terre le 1er juin dernier. 30 ans déjà que se déroule cette initiative. En temps normal, le Bénin devrait être un pays, le pays le plus vert de l'Afrique. Sommes-nous déjà proches ou encore loin de cet idéal, Romain Dekadjevi? Merci à vous, Roch, pour cette question. Je pense que le constat de fait de tout le monde aujourd'hui que le Bénin est très très loin
se redorer ou de se vêtir de ce manteau d'un pays, disons, vert. Parce que si ne serait-ce qu'apprendre cette image qu'il y a derrière chacun de nous, vous voyez qu'il y a 30 ans, le Bénin est devenu plus clairsemé, plus dépourvu de ces espèces végétales qu'il y a 30 ans. Mais regardez vous-même, prenez ces habitats. Malgré vous voyez, cette campagne, chaque année... Justement, c'est de ça il s'agit, justement. Il y a question alors de se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que, disons, l'objectif premier de cette campagne-là, tant voulu par le fait général Mathieu Kéroux dans le temps, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en soit là aujourd'hui. Il faut aller questionner aussi les différentes politiques qui se sont succédées et qui ont peut-être à un moment donné modifié le contenu de ce projet-là, l'étendant ou le récupérant même pour des fins politiques parfois. Donc, un tas de choses qui n'ont pas su profiter à un moment donné à notre verdure au Bénin, et le constat est là aujourd'hui. Le peu d'arbres qu'on avait dans le temps a laissé place aujourd'hui à ces habitations anarchiquement aussi construites. Et voilà, donc la politique de l'arbre, c'est encore quand même, ça reste encore du chemin. Tout à fait, c'est votre opinion. Je ne sais pas si l'environnementaliste partage le même avis que vous. Alors Fulbert Adimekhosou, vous avez entendu Romain Dekadievi qui pense qu'aujourd'hui, on a moins d'arbres que par le passé. Tout à fait. Selon vous, comment se présente aujourd'hui le couvert végétal au Bénin ? Je regrette, mais je vais devoir aller dans le même sens que Romain. On a une ville, Cotonou pratiquement, qui est devenue une ville grise au lieu d'être une ville verte. On a passé pratiquement 3 décennies à faire une campagne de communication sur la journée de l'arbre, alors qu'au fait, sur le terrain, on n'a pas d'arbres. Les arbustes mis en terre, les plants mis en terre, automatiquement, un mois après, vous faites un tour sur les sites, vous ne trouvez plus rien pratiquement. Mais lorsqu'on prend certains boulevards à Cotonou, lorsque vous voyez le décor qui est juste derrière nous, vous voyez par exemple des arbres bien alignés. Est-ce que ce n'est pas un exemple de réussite? Voilà. Et justement, ça c'était un début de l'initiative. C'était pendant que le général était encore au pouvoir. Et le général a su mettre la politique idéale pour que les Béninois spontanément puissent mettre en terre des arbres. Mais après le général, il y a également eu d'autres initiatives. Les initiatives Je ne voudrais pas citer l'initiative 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Je crois que chaque individu devrait aller au moins mettre en terre un plan. Mais malheureusement, je crois que cette initiative de 10 millions d'arbres, ça a été plutôt une initiative politique. Parce que ce n'est pas les Béninois, les citoyens eux-mêmes qui mettent en terre les arbres. C'est plutôt l'État qui, par force, va débourser des arbres pour les planter dans certains milieux reculés. Alors que ça devrait être un Béninois, un arbre. Si on devait rester dans le schéma de 10 millions de Béninois, 10 millions d'arbres. Ça devait être chaque citoyen, chaque année, devait mettre en terre un arbre. C'est la même chose. Mais ça n'a pas été le cas. On n'a pas vu les citoyens spontanément aller planter des arbres. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Mais là, on ne peut pas flinguer le gouvernement. Le gouvernement a eu l'initiative de faire planter un arbre par chacun. Quand ça a réussi en début des années 90, 95, c'était parce qu'on quittait encore la période révolutionnaire. Et vous comprenez avec moi que la période révolutionnaire, quoi qu'on dise, a été une période de civisme, discipline. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est le civisme qui a manqué. Le civisme a manqué. Les arbres qu'on a mis en terre, on n'entretient pas. Les arbres qui sont devant certaines maisons, les propriétaires viennent carrément les enlever. Certains citoyens, pour des faits de grève ou de protestation, vont carrément les arrachent. Donc il y a l'incivisme qui a fait aujourd'hui qu'on n'a pas véritablement pu sauvegarder les arbres qu'on a plantés ces dernières décennies. Autre chose, quand on veut reboiser, on a souvent l'impression que c'est beaucoup plus comme les périodes de campagne électorale, c'est de la propagande qu'on fait pratiquement autour. Mais un mois après, ceux qui ont planté disparaissent. Ça revenait plutôt aux maires et aux chefs de terre, notamment les délégués, en temps normal de s'en occuper. Ils vous diront, mais est-ce que vous m'avez associé quand vous mettez vos arbres en terre? Les vieux forêts vous diront, nous, notre rôle, c'est de mettre les arbres en terre. Il revient aux élus locaux d'entretenir. Les autres vous diront, non, mais ils ont mis en terre, on n'a pas les moyens d'entretenir à notre niveau. Donc, il y a pratiquement entre les deux pôles
gouvernant et le pôle d'élu local, il y a pratiquement des malcompréhensions ou des questions de moyens qui font que, bon, tout le monde abandonne les arbres. Un an après, on revient sur les mêmes sites encore pour planter des arbres, alors qu'on devrait revenir plutôt pour entretenir, pour faire le point de ce qui a été fait l'année dernière. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il faut un budget spécial pour entretenir les arbres afin d'espérer un couvert végétal vraiment élargi sur toute l'étendue du territoire national? Je pense qu'une politique responsable, digne de ce nom, devrait réellement réserver un budget plus. Parce que vous voyez, les arbres aussi, ce sont des espèces de la biodiversité comme nous, humains d'ailleurs. Quand nous on est, on nous entretient, nos parents d'abord nous entretiennent depuis l'enfance. Et quand nous-mêmes, nous avons la capacité de nous prendre en charge, on poursuit. Mais on estime que l'âme n'a pas besoin de si tant d'entretien à partir du moment où il y a la pluie. C'est justement l'erreur qui nous a été fatale jusqu'à présent. Seule la pluie seule ne peut pas fertiliser un plant. Encore qu'il faut aller voir quel type de plants a-t-on mis en terre ces jours-là. Est-ce que c'est des plants qui sont capables de s'auto-générer leurs nutriments, ou est-ce que seulement l'apport en eau seul peut suffire? Donc voilà autant de problématiques qu'il faut d'abord penser en mettant ou en allant vers cette journée nationale de l'arbre. Mais ici, le constat est tout autre. Nous avons des acteurs politiques qui viennent pour quand même se saupoudrer un peu ce show médiatique, un peu comme l'a décrit tout à l'heure Fulbert. Et on fait un tas de tapage autour d'une seule journée qui va passer quand on sait aussi bien que consciemment, ils savent qu'ils ne reviendront plus là des années après. La preuve, les aires qui ont accueilli par le passé ces journées-là, jusqu'à présent, aucune autorité de ce pays ne peut me dire qu'il a eu cette présence d'esprit un jour d'aller voir si l'arbre qu'il a mis en terre le jour-là et demander aux caméramans de fixer leurs objectifs sur lui, qu'il est encore reparti voir si cet arbre a survécu ou pas. D'accord, très bien. Donc, voilà autant de problèmes dont on parle. Ce sont des problèmes, on déplore aujourd'hui le manque d'entretien de ces arbres que l'on met en terre, mais le privé entretient justement parce que le privé ou certains privés ont compris que dans l'arbre, il y a une opportunité économique. Quelle est cette opportunité? Je crois, j'ai suivi il y a 2 ou 3 mois au ministère du Cadre de Vie la remise de chèques à certains exploitants forestiers qui entretiennent effectivement leur couvert végétal. Ils mettent en terre, ils exploitent, ils vendent l'arbre. Il y a de l'opportunité parce qu'ils vendent des bois, des espèces qui peuvent servir à la fabrication de meubles, à la fabrication qu'on appelle de beaucoup d'autres objets artisanaux et comme aussi pour l'exportation. Mais le problème chez nous au Bénin, c'est que c'est des espaces un peu trop restreints. On a à peine quelques hectares où l'entrepreneur met en terre son arbre et puis ça s'arrête là. Ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse restaurer vraiment l'écosystème. Ce qu'on a déboussé, ce qu'on a détruit, mutilé pratiquement pendant 2 décennies, 3 décennies passées, ce n'est pas évident même que sur les prochaines décennies, on puisse encore rattraper. Parce qu'aujourd'hui, supposons, s'il faut 10 ans ou 20 ans pour restaurer, il faut cesser d'abord de couper. Et quand on cesse de couper, il faut trouver encore de l'espace. Où est-ce qu'on peut trouver de l'espace encore aujourd'hui? Même quand vous êtes dans les milieux ruraux, on a déjà vendu tous les espaces pratiquement à des particuliers. L'État n'a plus vraiment encore d'espace l'appartenant. On a déjà tout vendu. Alors que pour restaurer, il faut pratiquement reboiser sur une longue distance. Il faut sécuriser le domaine, il faut en faire pratiquement une zone des villages agroécologiques. Mais aujourd'hui, la terre n'existe plus, la terre devient de plus en plus rare. Et ces particuliers-là n'exploitent que les terres qu'eux-mêmes ils ont payées. 2 hectares, 4 hectares par-ci, ou 10 au maximum, ce qui n'est pas suffisant réellement. Donc il faut encore réorienter la politique aujourd'hui, de sorte à disposer encore dans les milieux reculés de zones forestières. Il paraît que dans les arbres, il y a une mine de richesse. Une mine de richesse que détiennent seulement peu de personnes qui ont compris. Et c'est aujourd'hui que beaucoup comprennent que l'avenir, la retraite se prépare dans les plantations d'arbres. Est-ce que vous pensez que c'est en allant à la plantation d'arbres qu'on peut préparer sa retraite aujourd'hui? Quelle est, comment dit-on, la substance, l'intérêt à aller planter des arbres aujourd'hui si on espère un retour financier?
L'intérêt d'abord, c'est pour le développement durable. Ça, c'est un tout premier intérêt. Et quand on parle de développement durable, il faut penser à une économie durable également. C'est vrai qu'autour de ce plateau, nous parlons de l'économie verte. Mais le constat sur le terrain laisse à croire que beaucoup ne maîtrisent pas forcément le contenu de cette économie verte-là. Vous avez par exemple des chefs d'entreprise qui créent juste un concept pour dire qu'ils font de l'économie verte. Mais est-ce que d'abord, en tant que chef d'entreprise, on a un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement? C'est de ça il s'agit. Donc, en tant qu'entrepreneur vert, il faut d'abord que nos comportements reflètent en réalité, disons, l'entreprise que nous sommes en train d'embrasser. Donc, planter d'arbres aujourd'hui, c'est permettre quand même à la génération future d'exploiter, parce que c'est ce qui est sûr, l'arbre que vous êtes en train de mettre en terre aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait sûr que c'est vous qui allez en bénéficier. Juste parce qu'il faut des années. Parce qu'il faut des années, justement. Et c'est là que je rejoins un peu Fulbert qui disait tout à l'heure que ces entrepreneurs qui pensent que le fait juste de s'accaparer un lopin de terre pour y ériger quelques pieds d'arbres compense, disons, la détresse qu'il crée à l'environnement. Non, mais c'est impensable. Alors, vous pensez qu'on ne doit pas couper les arbres, qu'on ne doit pas s'en servir? On peut s'en servir, mais dans quelle logique, avec quel rythme utilisons-nous nos espèces, nos couverts végétaux? C'est de ça il s'agit. Donc, il n'est pas question pour un entrepreneur qui pertinemment sait que la quantité d'arbres qu'il utilise pour, par exemple, son entreprise de mobilier et tout, ne suffit pas quand même, ou est supérieure par rapport à celle qu'il entend produire, même se faire décorer ou se faire décerner même des distinctions pour ça. Nous, on se demande si en tant que responsable d'entreprise, on incarne réellement ce qu'on est en train de dire. Sa vision. Donc, il y a encore à revoir. Il y a encore à revoir. Parce qu'ils sont nombreux encore à continuer à poser des pressions sur ces espèces qui sont malheureusement en voie de disparition progressive. Et si rien n'est fait pour réglementer, parce qu'il y a aussi quelque chose, allez questionner aussi le code foncier et forestier au Bénin, il y a la question du quota qui n'est pas encore définie. Jusqu'à quelle extrémité un exploitant forestier est-il appelé à utiliser les ressources forestières? On ne le sait pas. Et donc, c'est encore une occasion pour nous d'interpeller ces agents des eaux et forêts de redoubler davantage de travail, parce que la question, le travail, il est encore dense. Le travail, il est encore dense, vous l'avez dit, pour vraiment améliorer le couvert végétal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, autour de la plantation d'arbres, il y a des activités génératrices de revenus que les jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas encore trouvé quelque chose à faire, peuvent commencer à faire très rapidement pour pouvoir espérer ou bien commencer à gagner leur vie? Il y a beaucoup à gagner dans l'exploitation forestière. Déjà même, la mise en terre, c'est des jeunes qui doivent gagner de l'argent. L'entretien, si normalement c'est que les arbres sont entretenus, ça devait être fait par des jeunes. Et ceux-là qui entretiennent devront normalement gagner de l'argent. Et donc, si ces personnes ont manqué peut-être de faire l'entretien, que certains n'ont pas trouvé d'emploi par ce canal-là, par exemple. Donc, si on met en place une politique d'entretien de ces arbres-là, il y aurait en même temps de l'emploi pour les jeunes qui vont les entretenir. Ouais. Ensuite, quand l'arbre va grandir certainement, il y aura encore la possibilité pour l'exploitant de vendre une partie, des feuilles ou des ressources, les fruits, etc. Donc, il faut aujourd'hui beaucoup plus mettre l'accent sur l'entretien qui est aussi un potentiel en matière d'employabilité. Mais l'autre chose également, c'est quoi? On pense qu'en faisant de l'économie verte, il faut beaucoup plus dans le volet forestier produire pour vendre l'arbre. Alors que l'accent devait être mis sur la conservation de l'arbre, la conservation du couvert végétal. Quand on prenait par exemple les mangroves, beaucoup pensent que bon, ce n'est que des essences qui sont là. Mais la conservation des mangroves profite également à ce qu'on puisse avoir des puits à carbone. Les puits à carbone, aujourd'hui, il y a des marchés carbone où vous pouvez conserver une partie de votre couvert végétal et en retour, puisque vous captez des gaz à effet de serre en griffe,
on vous retourne ce que vous avez pu capter à votre niveau. Donc c'est une politique aussi de protection de l'environnement pour gagner de l'argent. C'est vrai qu'il faut protéger l'environnement pour gagner de l'argent, mais si on ne coupe pas les arbres, on aura l'impression de vivre dans la forêt. Où va-t-on construire les maisons dans lesquelles nous habitons? Justement, on pouvait laisser les arbres et construire des maisons également. Aujourd'hui, vous avez des maisons à Cotonou qui sont rien que du béton. Quand on parle d'inondation à Cotonou, c'est pour plusieurs raisons. Ce n'est pas seulement du changement climatique. Vous avez un temps à Cotonou des maisons qui n'ont même pas de dalles, qui n'ont pas de terrasse, rien du tout. Quand il pleut, l'eau a un temps donné pour s'infiltrer dans le sol. Aujourd'hui, tout est dallé. L'eau quitte la maison pour aller directement au bord de la voie. Ça veut dire que la maison est protégée d'une manière ou d'une autre. Mais l'intensité d'eau qui vient au niveau de la voie, ça prend du temps. Il y a plus de temps désormais, ce qui fait qu'il y a plus des rues inondées à Cotonou. Les rues qui sont inondées, les ouvrages d'assainissement ne sont pas vraiment adaptés et donc ça déborde. Ensuite, vous avez des gens qui construisent des maisons sans même pour autant prévoir un seul arbuste dans la maison. C'est-à-dire que c'est rien que du béton pratiquement dans la maison. Il estime qu'il n'a pas d'espace. Alors que si on avait conservé de l'arbre, ça pouvait être un petit jardin pour lui dans la maison. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui se plaignent de ce qu'il fait trop chaud dans la maison, il faut aller chez un climatiseur. Alors que et là, ils investissent encore beaucoup dans l'électricité. Tout à fait. Alors que du naturel pouvait apporter davantage de la fraîcheur de la maison. Nous tendons déjà vers la fin de ce débat très enrichissant. Alors, Romain Dekadievi, dites-nous que faut-il faire aujourd'hui pour qu'au même moment, on cherche de l'argent dans l'arbre, qu'on préserve l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour concilier les deux? Pour concilier les deux, il faut d'abord partir des types d'arbres que nous choisissons à chaque 1er juin. Parce que vous voyez, la tendance désormais va vers ces espèces locales qui, pourquoi pas des espèces fruitières qui nous aident quand même à obtenir des fruits. Puisque quand cette campagne avait commencé, si le Bénin s'y était bien pris, je suis sûr qu'en termes de commerce de fruits aujourd'hui, notre pays se serait déjà bien positionné. C'est vrai qu'on dit que le Bénin produit les meilleurs pains de sucre de la sous-région, de l'anacarde aussi au passage, mais je pense qu'on pourrait mieux gagner si entre-temps on avait bien implémenté ce projet-là. Ça veut dire que vous voulez demander que l'on plante davantage des fruitiers. Des fruitiers qui pourraient aussi profiter, pourquoi pas, au commerce. Tout à fait, c'est une très belle idée. Ça pourrait aussi davantage accroître l'engouement des enfants. Parce que vous savez que ces enfants-là aiment ce qu'on appelle, en tout cas, tout ce qui est fruit. Donc, vous demandez par exemple à un enfant de planter un fruitier, avec joie, il le ferait. Tout à fait. Tout à l'heure aussi, il était question de savoir si, disons, cette plantation pourrait nous profiter. Voilà. Prenez un exemple de ces espaces que le gouvernement est en train de créer, mais qui n'est pas aussi répandu. Le cas de Ouïghour, c'est un jeune que moi je vois fréquemment là, qui entretient quand même les gazons, les petites fleurs qui ont été plantées ça et là. Donc, vous voyez, c'est aussi un type d'emploi. Tout à fait. Donc, pour dire que le sujet dont nous parlons est pourvoyeur d'emploi, mais ça dépend de comment on s'y prend. Très bien. Merci à vous, Romain Dekadievi. Le temps est définitivement parti. J'ai bien envie de vous laisser la parole. Malheureusement, le temps est parti. Mais je vous donne 15 secondes, rapidement. Il faut mettre l'accent sur le civisme, l'entretien et le reste viendra. Merci d'avoir respecté les 15 secondes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce décryptage. Nous allons passer tout de suite au dossier de la semaine pour parler justement des tôles ondulées non laquées qui sont désormais interdites de production, d'importation et d'utilisation au Bénin.
Les tôles ondulées non laquées utilisées depuis des décennies pour la toiture des habitats ne sont plus les bienvenues au Bénin. Un décret interdit leur production, leur importation et leur utilisation. Quelle est la raison fondamentale de cette décision du Conseil des ministres? Comment reconnaître justement les tôles qui répondent désormais aux normes? Eh bien, on va faire le débat. Mais avant, je vais vous inviter à suivre ce reportage réalisé par Nadège Sani. Plus de tôles ondulées galvanisées non laquées au Bénin. Le décret du gouvernement interdisant l'importation, la distribution et l'utilisation dans un délai d'un an de ces feuilles de tôle a été pris en Conseil des ministres. Chez les commerçants de ce matériau de construction, la décision semble être bien perçue. Un gouvernement d'or, tôle galvanisée. Le gouvernement interdit la vente des feuilles de tôle ondulées au Bénin à cause des reflets dus aux rayons solaires qui sont nuisibles pour les yeux. Et même quand ces tôles sont rouillées, le gaz dégagé par ces tôles nous rend malades. Lorsque vous allez dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria, aujourd'hui, la tendance est d'utiliser des tôles laquées. Au-delà de ça, il y a quand même un aspect technique. Parce que lorsque vous prenez les tôles que nous utilisions par le passé, l'oxydation vient du fait qu'il n'y ait pas une protection. Ce qui fait que sur des projets donnés, pour les écoles par exemple, on exigeait à ce qu'on fasse, n'est-ce pas, des peintures sur les tôles. Désormais, seules les feuilles bacalures, les tôles ondulées laquées, les tôles laquées zinquées auront droit de citer. Ces tôles allient esthétique et résistance, même si à l'achat, le coût semble élevé. Environ 60 à 90 000 francs CFA pour ces matériaux modernes, contre 35 à 40 000 francs CFA pour les tôles ordinaires. La chaleur faisant son effet, ces genres de tôles permettent justement de ne pas trop sentir la chaleur. Alors la différence peut-être à l'achat, le client constate que les tôles laquées sont plus chères, mais attention, elles durent beaucoup plus dans le temps. Même si les marchands de ces équipements n'éprouvent aucune objection face à la décision, ils ont quand même quelques inquiétudes. Si les tôles qu'on doit vendre désormais sont importées et si le coût peut être le même que celui auquel nous vendons les tôles ondulées et ne pas nous créer des soucis pour la vente, c'est bon. Nous allons demander peut-être au gouvernement de revoir les mesures d'accompagnement comme on l'a fait en son temps pour les tuiles. Donner 12 mois pour des gens qui ont stocké, vous savez, le déstockage, ce n'est pas systématique. Pour certains vendeurs ayant requis l'anonymat, cette décision du gouvernement est un peu précipitée et répond plus à un souci d'esthétique. Que deviendraient donc les stocks existants et même en route pour le Bénin? Qu'adviendrait-il des sociétés existantes uniquement pour l'importation ou la fabrication de ces feuilles de tôle et de leurs nombreux employés? Pour l'heure, ces questions peinent à trouver réponse. Voilà, merci à vous Nadège Sani. Un très bon reportage sur cette actualité et pour en parler, nous avons sur ce plateau déjà notre invité. Il s'agit de M. Lukumanu Oseni. Il est le directeur général de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Et pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai avec moi Ulvaeus Balogo. Bonjour Ulvaeus. Bonjour Roch. Oui, nous parlons des tôles non laquées. Tout à fait, et comme on vient de le voir dans l'élément de Nadège Sani, les tôles ondulées galvanisées non laquées n'ont plus droit de citer au Bénin. Et cette décision du gouvernement viserait à préserver la santé aussi bien oculaire que pécuniaire des Béninois. Mais nombre de Béninois se demandent encore quel est le bien fondé de cette décision. Et c'est là-dessus que je voudrais demander à notre invité Lukumanu Oseni en quoi cette décision est-elle la bienvenue. Merci, je vous remercie et je voudrais remercier d'abord
celle qui a fait le reportage témoin, parce que ça vient compléter la déclaration qui a été faite par le ministre porte-parole du gouvernement. Parce que dans la déclaration du ministre porte-parole, ça a été clair pourquoi le Bénin va interdire la production et l'importation à partir de la commercialisation dans 12 mois. Cela a été dit et je crois que les éléments qui sont venus me permettent de donner un peu plus de détails. Merci d'avoir été très attentif à ce reportage très, très bien illustré. Bien. Alors, le premier élément, je prends celui qui a parlé de la durée. Vous savez, moi, je suis un villageois, comme beaucoup de Béninois, et curieusement, je vis dans une maison qui a été construite par mon grand-père. Les feuilles de tôle ont été achetées par mon grand-père, et jusqu'à ce jour, ça résiste. Mais dans le même temps, il y a quelques bâtiments construits par moi-même, dans le même lot. Et chez moi, ce que j'ai mis, les feuilles de tôle n'existent plus. Est-ce que vous voulez dire par là que la qualité s'est dégradée au fil des années? Voilà, j'en viens, je vais vous dire, lorsque vous prenez n'importe quel produit, il y a des normes de production. Et parmi ces normes, je prendrai tout simplement un élément caractéristique, je prends l'épaisseur. Et les feuilles de tôle, dans le temps, lorsqu'on vous dit vous achetez du 0,30, avec la métrologie, on mesure, on sait que c'est du 0,30. Aujourd'hui, on annonce du 0,14, des dimensions qui n'existaient pas, des épaisseurs qui n'existaient pas, ou qui existaient très peu, mais on annonce 0,14, lorsque vous allez sur le terrain, vous trouvez du 0,11, 0,12. Alors, 0,11 en épaisseur, vraiment, c'est trop faible. C'est trop faible pour pouvoir résister. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait sur le 0,11? On le rend très brillant. On le rend très brillant. Peut-être que c'est une politique commerciale, mais cette politique commerciale vient créer des problèmes de santé et surtout des problèmes de vision à la population. Mais au-delà de tout ça... Est-ce qu'il y a une étude qui a été menée sur le sujet? J'en viens. Au-delà de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on constate, et tout le monde peut constater, que lorsque vous prenez ces feuilles de tôle, dans le transport, tout simplement, un petit coup et les parties ondulées s'enfoncent. Lorsque la partie ondulée s'enfonce, qu'est-ce que ça crée? L'eau qui coule va stagner dans cette partie ondulée et c'est ça qui va créer la pourriture. Donc vous avez des feuilles de tôle qui ne résistent pas. Ces feuilles de tôle qui ne résistent pas ont pour conséquence d'amener l'intéressé à racheter d'autres tôles dans l'intervalle de même parfois de 6 mois, 1 an. Maintenant, est-ce qu'une étude a été faite sur son effet sur la vue? Je crois que je n'ai même pas besoin, moi, personnellement, de dire voilà les résultats de l'étude, mais vous êtes au volant et puis vous vous approchez d'un bâtiment qu'on vient de construire, il y a le reflet solaire là-dessus et ça vous empêche même de conduire. Tout à fait. Ça vous empêche de conduire. Déjà, cet élément c'est difficile qu'on l'ait dans une zone où tout le monde conduit. Alors, ça fait l'insécurité de la circulation. Ensuite, ça fait l'insécurité, et ça, ce sont les médecins qui vont le prouver. Lorsque la rétine est exposée pendant longtemps à ces reflets, la rétine va prendre un coup. Ça, c'est sûr. Alors, vous dites que les tôles qui existent, ou plutôt qui sont habituellement ces tôles non laquées, agissent sur la santé de l'homme. Mais en même temps, ça agit sur la bourse du Béninois s'il doit acheter les nouvelles tôles laquées qui doivent entrer en circulation d'ici 12 mois. Bien, vous savez, ce n'est pas que ça doit rentrer en circulation. Les feuilles laquées existent déjà au Bénin. Elles sont produites au Bénin. Il y a des usines qui produisent et elles sont importées. Il y a des gens qui en importent. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas qu'on veut amener une nouveauté. On attire l'attention de la population sur quelque chose. Mais le gouvernement
est d'abord le responsable de la santé de ses concitoyens. Le gouvernement est responsable, doit pouvoir aider les gens à mieux gérer leurs bourses. Alors mieux gérer, c'est de vous amener à comprendre qu'aujourd'hui, vous achetez moins cher, croyant que les tôles de 50 000 le paquet sont plus chers que les tôles de 40 000, mais vous constatez que en achetant à 50 000, vous en avez pour 10 ans, mais en achetant à 40 000, vous en avez pour 6 mois, 1 an. Et vous serez en train de remplacer. L'élément témoin tout à l'heure, j'ai regardé, il y a un bâtiment sur lequel on a déjà remplacé des tôles et c'est multicolore. Et c'est comme ça que vous serez en train de remplacer chaque 3 mois ou bien chaque mois jusqu'à finir de remplacer. Et lorsqu'on fait ce calcul et cette gymnastique économique, on se rend compte qu'il vaut mieux débourser tout de suite 50 000 et avoir la paix sur une longue période. Oui, mais même quand on débourse 50 000, on est quand même enclin à changer ça au moins une fois. Oui, on est enclin à changer, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le changer. Mais la fréquence de changement... C'est de combien de mois, combien d'années? Non, malheureusement, là, je n'ai pas fait une étude pour voir dans combien de mois on va changer une feuille de tôle laquée. Mais je vais dire ceci, c'est que le gouvernement dit aujourd'hui, nous voulons aller vers les feuilles, uniquement vers les feuilles de tôle laquées. Moi, en tant que directeur général de l'agence de normalisation, je projette déjà que nous avons une tâche à nous. Comment faire en sorte que les gens n'arrivent pas à laquer des feuilles de 0 et 11, de 0 11, non laquées, d'ailleurs, non laquées et pour contourner. C'est ça, ce qui nous amènera à aller vers un peu tous ceux qui sont intéressés par la chose et mettre en place. Et le Bénin ne va pas créer. Alors, on va pouvoir dire, voilà les normes des feuilles laqué. C'est ça que les gens... Maintenant je ne sais pas, hein. On a vu le coût de ces tôles-là tout à l'heure. Les tôles ondulées non laquées coûtent moins cher. Le paysan qui n'a pas les moyens et qui décide d'aller acheter ces tôles, et parce qu'on dit à cause des reflets, il faut les interdire, décide d'aller acheter de la peinture qu'il passe sur ces tôles-là, est-ce qu'il enfreint aux lois? Est-ce que quelque part il ne règle pas ce problème de reflet de ces tôles qui brillent? Non, il va régler le problème s'il l'a déjà acheté, il l'a déjà mis sur son bâtiment. Mais dans un an, il ne le trouvera plus à acheter. Voilà. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a des paysans, qui le font déjà, sans attendre cette décision du gouvernement. Il y a des zones, moi je vois des gens... Ils le font peut-être pour l'esthétique. Et pour l'esthétique, et pour que cela dure. Ils le font pour les deux. Et pour l'esthétique et pour cela dure. C'est vrai que quand vous prenez, dans le reportage, on a parlé des pays de la sous-région. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers, on dit toit rouge. Vous allez au Nigeria, vous dépassez juste la zone de Badagry. Vous voyez d'un côté, tous les toits sont en bleu, de l'autre c'est rouge. Ça fait beau. Peut-être que c'est pour ça que certains le font d'eux-mêmes. Mais au-delà de ça, ils le font aussi parce que ils se rendent compte que la feuille de tôle n'est pas suffisamment épaisse comme c'était auparavant. Et c'est ça qui donne les toitures grises que nous avons, par exemple, dans ce décor. Dans ce décor, nous avons des toitures multicolores. Il faut dire que c'est la ville de Cotonou, ça. Oui, ça c'est Cotonou. Oui, si on sort de Cotonou, on va chez moi à Calavi, on va à Zimbié, on va à Bonou, mais on trouvera quelque chose de plus... Alors, DG, le gouvernement a donné 12 mois aux importateurs, commerçants et tout ça pour écouler leurs marchandises. Vous pensez qu'en un an, en 12 mois, tout ça pourra être écoulé quand on sait que certainement des commerçants ou des importateurs ont déjà commandé, ont déjà fait d'autres commandes qui vont venir. D'ailleurs, dans le reportage, notre collègue s'interrogeait là-dessus. Tout à fait. Oui. Des gens ont commandé, quand vous prenez le cycle commercial, vous commandez, et ils commandent tous pratiquement par des banques, et les banques leur accordent des crédits de courte durée. Donc, je ne crois pas qu'on aurait des commandes qui vont arriver au-delà de 3 mois. Et quand ça va arriver, il y a 9 mois pour écouler. Mais déjà, ça va créer la mévente. À partir du moment où on l'interdit, ça va créer la mévente aussi.
Et ça peut créer la mévente. Oui, et qu'est-ce que ça devient? Celui qui n'arrive pas à écouler ses tôles, il fait quoi? Bon, ce que je sais, et ce dont je suis sûr, moi je vais aller d'abord vers l'aspect où on n'a pas évacué. Et je crois que quand le gouvernement prend des décisions et que dans l'application, il y a des difficultés, le gouvernement revient. Je n'en veux pour preuve que la dernière décision prise par le ministre des Finances par rapport aux pièces qu'il faut pour les formalités, c'était une décision prise par le gouvernement. Mais dans la pratique, le gouvernement s'est rendu compte que ça crée quelques ennuis. Le gouvernement n'a pas hésité à revenir là-dessus. Donc vous voulez dire qu'il est possible que le délai soit prolongé? Il est possible qu'en son temps, après une étude du marché, qu'on constate que les gens n'ont pas pu écouler ce qui avait été déjà importé. Mais il faut que la personne prouve. Ça c'est mon avis, hein. Je ne parle pas au nom du gouvernement. Oui, tout à fait. Je dis tout simplement que je sais que le gouvernement n'est jamais insensible aux difficultés des opérateurs économiques. Et si cette difficulté arrivait, le gouvernement va aviser. Alors justement, vous dites que le gouvernement va aviser en son temps, mais on est bien curieux de se demander, avant la prise d'une telle décision, n'aurait-il pas fallu faire des études pour voir à quelle échéance est-ce qu'on n'en aurait plus du tout? Comment est-ce qu'il faut aller vers? Vous êtes de la normalisation. Le travail que vous avez fait dans ce sens? Non, attention, la normalisation ne peut pas nous dire à quelle échéance on n'aura plus. Au fait, lorsque la décision est prise, ça peut créer deux situations. Ça peut créer deux situations. Des paysans vont se dire, dans un an, je n'en aurai plus, et ils vont courir pour les acheter. N'oubliez pas ça. Ils vont se dire, dans un an, il n'y en aura plus, je vais courir pour les acheter. D'autres diront, bon, comme ça ne sera plus, je ne vais pas acheter. Voilà. Mais lequel nous allons prendre? Ce sont deux facteurs qui sont des facteurs possibles. À ce moment-là, intervient le facteur coût. Il y aura sûrement de la surenchère aussi. C'est la surenchère qu'il faut éviter à un niveau. C'est la surenchère qu'il faut éviter à un niveau. C'est au niveau donc de ceux qui font les feuilles de tôle laquées. Oui. C'est cette surenchère qu'il faut éviter. Mais je crois que le ministère du Commerce et de l'Industrie et du Commerce est là pour pouvoir régler ces problèmes. Alors, et vous, au niveau de votre agence, vous avez un rôle important à jouer pour veiller à ce que cette décision soit respectée et que d'ici un an, qu'on n'en ait plus sur le territoire. Alors, comment est-ce que vous comptez faire ce travail-là? Ce n'est pas un seul rôle que nous avons à jouer. Nous avons deux rôles. D'abord, faire un peu le point et dire quelles sont les normes des feuilles de tôle qu'il faut désormais commercialiser. Il faut qu'on dévance les choses, qu'on mette ces normes-là à disposition, les normes de la série. Bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques sur le plateau. Il faut qu'on arrive à mettre ces normes-là en place pour ne pas avoir de difficultés au moment où des gens vont amener des feuilles laquées et ils vont dire, mais écoutez, le gouvernement a dit que ce sont les feuilles laquées, nous avons les feuilles laquées. Non, les feuilles laquées... Il faut mettre cette information à temps à la disposition des importateurs. À temps à la disposition des importateurs, à temps à la disposition de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Pour que demain, quand on ne nous dise pas, dans votre décision, vous aviez dit les feuilles laquées. Ma feuille est laquée, point barre. Ça passe. Oui. Voilà, donc c'est là, je dis, notre travail est beaucoup plus à ce niveau. Maintenant, le second niveau, de comment faire pour que ce qui est sur le marché soit écoulé. Non, nous, on n'a pas à mettre en place une politique de vente pour les commerçants. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici 12 mois, vous allez commencer à réprimer. Oui, d'ici 12 mois, nous, on va faire le point. On va demander aux gens d'enlever ça des rayons, de vos magasins, disposer-les quelque part, et on retournera, on va faire le retour au gouvernement. Si les gens ont tous les éléments qui montrent qu'ils les avaient importés avant, et que tout est prouvé, nous on fait un retour au gouvernement et il reviendra au gouvernement de décider. Alors, est-ce qu'il y a des sociétés au Bénin qui fabriquent déjà des tôles laquées?
Oui, il y a des sociétés qui fabriquent des tôles laquées. Il y en a produit suffisamment. Suffisamment. Il y en a qui fabriquent des tôles laquées. Donc, je ne veux pas donner des noms pour faire de publicité à qui que ce soit. Le problème ne se pose pas. Des feuilles laquées sous différentes formes, sous différentes couleurs, sont produites déjà au Bénin. Et des feuilles laquées sous différentes formes, sous différentes dimensions, sont importées aussi par des commerçants au Bénin. Voilà. Alors, l'objectif du gouvernement, est-ce que ce n'est pas pour avoir une autre toiture, un autre couvert des toitures au Bénin, plus esthétique? Alors, mais vous savez, notre cadre de vie, il faut qu'il soit modernisé. Il faut qu'il soit modernisé. Si le gouvernement décide d'avoir un cadre de vie sain, moderne, ce n'est pas une mauvaise chose. Je vous ai donné l'exemple du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, ne serait-ce que ces deux pays que je connais très bien. Vous rentrez, il y a même, parfois c'est facile de prendre un taxi, de lui dire je vais dans telle zone. On dit on va à Trois-Rouges. Et le taxi sait que c'est dans cette zone-là que tous les bâtiments ont des toits rouges. C'est ça. À Lagos, je vais vers les toits bleus. Je vais vers les toits rouges. Et c'est facile, très facile pour les gens de se déplacer dans ces pays-là. Et au-delà de cette facilité, ça donne une certaine esthétique. Et moi, je dis, ce n'est pas un crime de dire je veux avoir un cadre de vie sain et beau. Il faut parfois avoir de l'ambition. Tout à fait. Tout en respectant, mais tout en contribuant à respecter la santé de nos populations et en contribuant à respecter l'environnement. C'est très important. Parce que ces feuilles de tôle qu'on enlève, les feuilles de tôle ouvrier qu'on enlève, vont souvent polluer l'environnement. Et ça, c'est un véritable problème. Merci à vous, Monsieur Loukoumane Oseni. On en finit là avec notre entretien, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, ça va. Moi, je crois que l'essentiel a été dit, mais je voudrais tout simplement demander aux consommateurs de savoir que la décision qui est prise, elle n'est pas contre ni les consommateurs, ni les opérateurs économiques. Elle vise tout simplement à nous protéger tous, protéger et le consommateur et protéger l'opérateur économique lui-même. Merci beaucoup. Roch Akoinou. Oui, merci. Merci à vous, Ilvaïs Balogun. Merci à vous aussi, Monsieur Loukoumane Oseni, surtout pour cette belle conclusion que vous avez faite. Mesdames et messieurs, et oui, il faut aller désormais au tôle laqué pour préserver la santé. Nous aurions compris les explications du directeur général de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité. Voilà. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h pour un autre numéro de votre émission Week Echo. Au revoir.